Votre fantasme, c'est un loft avec un énorme lit dans lequel viendrait toute la famille. Alors, est-ce que c'est un fantasme de paresse ou un fantasme de mama? C'est les deux à la fois. C'est vraiment les deux à la fois. Mais il y a très longtemps que j'ai ce fantasme parce que je crois que parmi les plus belles heures de ma vie, ce sont celles où les enfants viennent. Non, je suis sur mon lit. J'aime beaucoup être sur mon lit. J'ai toujours beaucoup travaillé sur mon lit. Je crois que j'ai préparé tous mes examens comme ça, un peu vautrés sur mon lit. Encore aujourd'hui, je travaille très souvent sur mon lit. Et le dimanche après-midi, il y a plein de papiers. C'est absolument épouvantable. Mais les heures vraiment profondes, intenses, peut-être parce que ça me rappelle d'ailleurs mon enfance, où nous faisions ça avec notre mère, c'est quand je suis encore au lit ou que je n'y suis pas, mais que les enfants viennent. Ils sont là et on est un peu tous à bavarder, qu'on ne voit pas le temps passer. Et que c'est un peu un radeau d'ailleurs. Probablement que c'est beaucoup plus qu'un lit, c'est un refuge. Allez là, Marceline. Il y a longtemps que tu es là, ma chérie? Est-ce que tu veux boire? Et quoi? Est-ce que tu es maquillée? Oh, maquillée, non. Je suis comme toujours. Toi, t'es super bien maquillée. On s'est rencontrés dans le bloc numéro 9 du Lagara, à l'appel. Oui, ou avant peut-être, même avant, quand on est au moment du tatouage. Sauna, oui. Ouais, je sais pas. Mais toi, t'étais J et moi, j'étais R, alors j'étais plus loin quand même. J'étais plus loin, mais enfin... Mais les jeunes, elles ont tout de même eu tendance à se faire connaissance entre elles. Oui, c'est ça tout va. de même parmi les plus jeunes qui soient... Oui, c'est pour ça qu'on était coquines. Les vieilles qui avaient tout de suite 25 ans. Mais elles pleuraient, elles étaient chiantes. Oui, elles étaient très agressives vis-à-vis de nous. Oui, parce qu'on portait les pierres en chantant, on rigolait. On essayait de tenir, quoi, autrement. Et... Elle nous faisait la morale. Ouais. Elle se taisait dès qu'on arrivait parce qu'elle devait se raconter des saloperies. Non? Toi, avec ta mère et ta sœur, c'était extraordinaire de vous voir toutes les trois. Je t'enviais pas, hein? D'être avec maman et... Ouais. J'étais libre, moi. Je me sentais vachement libre, moi. J'avais plus personne, c'était pas mal. Puis si j'étais venue avec mon petit frère et ma petite sœur, je serais passée direct à la chambre à gaz, alors. Il fallait mieux être seul. Mais toi, je te disais, toutes les trois, vous étiez, pour nous toutes, hein, pas que pour moi, hein, pour beaucoup d'autres filles, hein, symbolisiez une dignité qui restait toujours. Je l'ai encore dans les yeux, ta mère, j'ai jamais oublié. En même temps, ça m'effrayait, je me disais, qu'est-ce que ça doit être chiant d'être ici avec sa mère. Elle doit te dire en plus qu'il faut pas faire. C'est le comble. Non. Non, c'était pas ça. Non, au contraire. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que elle ne faisait jamais de morale. Jamais. Mais qu'elle était... C'est ça que j'ai d'ailleurs toujours du mal à comprendre, même maintenant. C'est comment elle gardait tellement de dignité. De dignité, mais d'optimisme même. Et puis, ce reste, cette présence quand même d'une éducation qui, pour moi, peut-être me faisait bien me conduire... C'était une contrainte, ça t'obligeait à me tenir bien. Quand elle était là. Quand ta mère était là, je me tenais bien. Est-ce qu'on s'est croisés à Bergen-Belsen? Ah ben oui, je suis venue te voir, je t'ai cherché partout. On s'est vu, puis tu es partie très vite. Et puis ta mère était en train de mourir. Très mal. Ouais. Quand on est rentré, j'avais repris du poids, j'étais pas mal. J'avais eu le typhus, mais pas très grave. Le typhus. On a toutes les trois, maman est morte du typhus. Milou l'a eu, mais très gravement. Elle est rentrée très très mal. Ah oui. Alors au fond, mes oncles et tantes se sont surtout occupés d'elle. Enfin, ils ont hésité à l'hospitaliser. Enfin, elle était très mal. Il y a des affaires qui reprennent, là. Des affaires qui reprennent. Oui. Embrasse Marceline. Embrasse-le pour moi. Marceline qui t'embrasse.
Les fils, ils vont appeler encore aussi. Toute mon enfance, j'ai été à la droite de mon père. Et mon frère, de l'autre côté, à la gauche, et les deux autres étaient à droite et à gauche de maman. Et j'aurais toujours voulu être à côté de maman. C'était pour moi une souffrance. Mais comme papa allait souvent à La Ciotat, comme architecte, pour des chantiers qui le suivaient jusqu'à la guerre en tout cas, quand il n'était pas là, il était entendu que nous changions de place. Et qu'à ce moment-là, j'avais le droit d'être à côté de maman. Et naturellement, c'était pour moi des jours de... Ça suffisait pour être des jours de fête. Ce qui fait qu'en réalité, rien que pour ça, je me réjouissais que mon père ne soit pas là. Alors que par ailleurs, je regrettais qu'il ne soit pas là. Mais c'est vrai que ma vie, j'avais l'impression qu'elle dépendait beaucoup de maman. D'aller passer mon bac chaud avec mes vrais papiers, c'était prendre de très grands risques. Ouais, il faut forcer. Vous êtes arrêté le lendemain? Oui. J'avais pris rendez-vous avec des camarades près de l'avenue Georges Clemenceau. Il faisait beau, on s'est promené jusqu'à ce que soit arrêté par... parce qu'il y avait 2 ou 3 personnes, il y avait une femme sûrement, 2 personnes qui étaient en civil. Enfin, ils n'ont rien dit pour les papiers des garçons. Et ils ont dit que mes papiers étaient faux. Naturellement, j'ai protesté, ça ne fait rien. Et c'était pas très loin de l'hôtel Excelsior où la Gestapo avait son centre. Alors j'ai affirmé, mais non, pas du tout, je m'appelle comme ça, je suis là, etc. Mais tout d'un coup, ils m'ont confondu en me montrant une pile. Je me souviens d'une signature verte assez particulière. Ils m'ont montré une pile de carte d'identité qui était en blanc. Or, mes parents, enfin la famille, ils avaient tous le même type de fausse carte. C'était la même filière. Donc je me suis dit, il faut que je fasse savoir que ces cartes sont dangereuses et qu'il ne faut absolument pas qu'ils sortent avec ces cartes. Et j'ai dit à un des garçons, il faut prévenir les gens chez lesquels j'habitais pour qu'ils préviennent tout le monde que ces cartes sont identifiées comme fausses. Ça me paraissait tellement important de les faire prévenir que je n'ai pas pensé qu'ils pouvaient se trouver là, parce que ça n'arrivait pas. Enfin, le soir même, ils ont été arrêtés. On avait vraiment le sentiment d'une nasse qui s'était refermée et d'un parcours qui devenait nécessairement dramatique. Mon frère Jean est mort en déportation, il avait 18 ans. Nous avons été séparés à Nancy. Et on a dû se voir à travers les barbelés le matin tôt. Vous avez été traversé par un sentiment de culpabilité. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr que j'ai toujours. Quand vous retrouvez votre mère et votre sœur, qu'est-ce qui se passe entre vous? Je dirais que ce qui se passe pour maman, c'est que moi je suis désespérée qu'il soit là et que maman elle est presque soulagée d'être avec moi. On ne voit pas comment sortir, mais on essaye de se rassurer les uns les autres. De croire que le pire n'est pas certain. Tu dis bonjour? Bonjour. Avec un bisou. Bonjour grand-mère. Tu vas bien? Oui. Dis-moi, tu vas demander La valeur n'attend pas le nombre des années. Bon, on peut se mettre à table, on tourne dans le tas. Parce qu'il a dit qu'on n'attende pas, qu'il ne voulait pas manger, donc on n'attend pas. Simone, Antoine là ou là? Tu veux être à côté de moi? Regarde, je me mets sur le combien on est, parce que ça a changé tout le temps.
Ça va, mon chéri? Vous allez vous mettre d'accord? Ça va. Si tu veux être à côté d'elle, mets-toi à côté d'elle là-bas. Mais ça, c'était la place de grand-père. Ça, c'était la place de grand-père? Est-ce que tu as remarqué qu'il y a une proximité entre la couleur de ta robe et quoi? Elle était magnifique. J'étais beaucoup plus belle que toi. T'as vu elle a une robe de la couleur des assiettes? Mais tout le monde, c'est la couleur à la mode, tout le monde a du... Pas moi. Elle, Et toi, tu as un bouton qui est ouvert. il faut faire de l'air. On peut après-guerre se réconcilier avec un corps, avoir un rapport de séduction, un rapport de désir. Parce qu'il n'y a pas le choix. Parce qu'on se dit que si on ne le fait pas, c'est pas une question de sentiment. Du tout. Mais on se dit que si on ne le fait pas, la situation ne peut qu'empirer. Vous épousez Antoine en quelle année? 46, octobre 46. Vous rentrez en Sciences Po en quelle année? Octobre 45. Je me souviens, alors, je crois que c'est l'année d'après, ça doit être quand on était en deuxième année. On était invité, boulevard Suchet, chez un de ses camarades de conférence, puisque nous étions répartis dans des conférences différentes. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je me sentais à la fois par ma gaucherie, les vêtements ou autres, complètement perdue. Et mon mari m'a retrouvée derrière un rideau, ça c'est doux, un rideau comme ça, derrière un rideau en train de pleurer, me demandant ce que je faisais. Alors après, ça m'amuse parce que je revois quelquefois des gens qui m'ont connue, me disent on était tous comme ça, vous regardez, à pas oser vous parler, etc. Vous étiez tellement belle ou tellement ceci. Et moi, je me sentais mais terrifiée. Moi, de toute façon, à la faculté de droit où je me suis inscrite en même temps, je me sentais tout aussi étrangère. Je me sentais étrangère partout. C'était le fait d'une provinciale aussi, de milieu intellectuel au sens large du terme, mais qui étaient tout de même des gens sans vie sociale importante. Moi, j'ai pas une existence internationale. Quand j'avais 15 ans, on a eu des petites sauteries de jeunes, mais qui se tenaient l'après-midi, et comme en plus c'était la guerre, vraiment, je ne connaissais rien, je ne savais pas m'habiller, je savais rien de la société. Lulu, tu travailles? Mais pourquoi tu nous as pas prévenu, chérie? Je signale qu'elle veut du poulet ensuite, et qu'il y a une tarte au chocolat. Oui, elle est chaude. C'est dans la crèche. Comment c'est pas la bonne quiche? Avant la déportation, vous aviez eu des flirts ou... Ouais. Mais Non. comme ça. Comme Oui, ça. si. Oui. Elle était amoureuse, oui. Tu connais la France? Oui. Ah bon? Tu as des choses, Constance? Tu connais plein de trucs que je connais pas. Donc je peux connaître plus. Non, VEIL. Il serait temps que tu le saches. T'as raté le plus beau garçon du monde, mon père, dans le journal. Ouais. Ça, tu l'as raté. Ah bon, je suis passée dans le journal? Non, pas si, il y a des gens dans ma tête. Bah, t'as dit le plus beau garçon du monde. C'est qui? C'est Lucas, le plus beau garçon du monde? Ah bon, j'ai cru que c'était Lucas. Comment fait-on pour retourner vivre en Allemagne aussitôt après la guerre? Tout ce qui a trait à la déportation, toute la vie que nous avons les uns et les autres eue pendant les uns 1 an, 13 mois comme moi, d'autres beaucoup plus longtemps, c'est tellement sans commune mesure avec quoi que ce soit d'autre, tellement coupé de toute existence normale, imaginable, de tout ce qui est crédible, que ça constitue une parenthèse. Mais j'aurais sûrement eu beaucoup de difficultés à vivre en Allemagne une vie normale. Et là, nous vivions, c'était encore une zone occupée, entre, je dirais, surtout des Américains, puis c'était la zone américaine. Henri était au consulat de France, quelques Anglais, quelques Français, avec lesquels nous partagions la même maison. Et donc, pratiquement, je ne voyais pas d'Allemand. Parce qu'il y a 4 avocats qui ont cette table. Ce qui, de temps en temps, m'était pénible, mais j'en avais peu l'occasion, c'était d'entendre
de l'allemand quand il était parlé d'une certaine façon. Mais vraiment, on était ailleurs, c'était sans rapport. Je me demandais plutôt, et plus d'ailleurs plus tard quand j'étais au Parlement européen, parce que j'ai eu plus l'occasion de rencontrer des gens d'une certaine génération, qui est la question qu'on se pose toujours. Qu'est-ce qu'il faisait? Où était-il? Où étaient ses parents dans ces années-là? En même temps, comme je pense que la seule façon d'en sortir, c'était tout de même de faire l'Europe. Et voilà. J'avais, a priori, très souvent, une grande méfiance vis-à-vis des gens qu'on côtoyait. Bon, on côtoyait ces gens. On vivait avec et ça très vite, hein, dès 45. Dès 45, mais vous saviez que vous alliez subir. Mais parce que dès 45, c'est pas que j'avais à subir. C'est que dès 45, j'ai été, et d'une certaine façon, je le suis resté, je dirais pas cynique, mais absolument sans illusion. Absolument sans illusion. Je pense encore aujourd'hui qu'on parle de la Shoah avec beaucoup de phrases, beaucoup de tristesse, Je pense que pour beaucoup de gens, ça ne représente rien, parce qu'ils n'imaginent pas d'ailleurs, parce qu'ils n'en ont pas conscience, et que ne serait-ce que de voir les comparaisons qu'ils font montrent qu'ils n'ont rien compris. Tu veux de la farce au chocolat? J'en ai fait du un tout petit bout. Allez, un petit bout comme ça. Heureusement qu'il va y avoir des... Tu me lèves qui en veut. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Tu veux faire la moitié des actions, le reste... On devine. Stéphanie. Non, il n'y a pas partout. Elle m'a demandé si j'étais tout seul. Je n'ai pas souhaité répondre. Je crois qu'on parle surtout de la déportation et ce que vous avez su très tôt, en tant qu'enfant. J'ai le sentiment que ça a toujours été présent et en même temps, j'ai pas dû savoir si tôt que cela. Je n'ai pas de souvenir de la première conversation sur ce sujet. J'ai pas. Alors est-ce que c'était effectivement tout le temps présent, prégnant et implicite, sans qu'il y ait besoin d'en parler, ou est-ce qu'on en a toujours parlé devant moi? J'ai très peu de différence avec maman, d'âge. Je suis né quand elle avait 20 ans, donc je suppose que c'était un moment très peu de temps après la déportation. Je suis né en 47. J'avais dû enfant, et probablement bien avant d'avoir 10 ans, poser des questions sur l'absence de mes grands-parents. Et donc l'absence avait nécessairement entraîné des réponses précises sur leur disparition, les conditions de cette absence, ce vide. Je pense que ma grand-mère était un personnage très charismatique. Je ne sais pas si ça se transmet par les femmes. Je crois que mon grand-père était plus sévère et plus conventionnel, moins marquant. Au moment de l'avortement, votre mère est attaquée à la fois sur le texte et puis il y a toute une perversité dans les attaques. Je crois qu'on ne s'attend jamais à l'ignominie. Je pense que quand on sort de chez soi le matin et qu'on est confronté à une violence gratuite, enfin gratuite, peut-être pas, là il y avait un débat, mais à une violence qu'on trouve, ça peut être une violence physique, une agression physique, mais ça peut être tout simplement quelque chose de vandalisé, on s'y attend pas, donc on est toujours surpris. Alors là c'était répété, et sur une chose très, très précise bien sûr. Et ça visait, ça portait des relents évidemment antisémites abominables, bon, mais bon, je pense que c'est sur le coup, je pense en tout cas, elle a fait front. Je sais pas si moi j'aurais fait front, mais elle a fait front. La peur n'est pas dans son registre de sentiments, donc voilà. Un moment, notre grand-mère, notre tante, dans les fenêtres. Et puis Milou poussait Jean devant. Moi, je suis sur les genoux de Claude. Et toi, tu es tout à fait à gauche. Ouais. Moi, ce dont je me souviens le plus, c'est que papa étant architecte, on disait comment vous avez construit comme ça, et la belle façade n'est pas sur la rue. Oui, elle était sur le côté. Elle était sur le côté, sur le jardin.
pour que quand on était à la fenêtre comme ça, on profitait du jardin qui avait des escaliers très jolis d'ailleurs, que papa avait construit. Je trouve que comme ça, elle ressemble à Greta Garbo. Cette photo, elle a une histoire. Je l'ai gardée pendant toute ma déportation. Et je l'ai encore, toute petite. Les Allemands ont cru que c'était une photo de moi. J'étais très platée. Ils m'ont interrogée sur l'homme. Sur mon amant, bien entendu. Sans se rendre compte qu'il était complètement démodé, mais à l'époque. La plage de Nice, de Galets. On avait souvent les mêmes romans. Oh oui, c'était un cauchemar pour moi. Sur les jours de maman, mon emplacement préféré. Simone. J'ai pas la Et même. Boude. Oui, probablement parce que c'était Jean qui était sur les jours de maman et pas moi. Dilo, elle est belle. On avait des drôles de maillots quand même. Ah. Ma maman nous tricotait des maillots aussi. C'était pas le rêve, ça. Ça, c'est au jardin Alsace-Lorraine, ça, je suis sûre. Et je me souviens très bien de ce chandail. Ah oui, moi aussi. Et je vois même où c'est, d'ailleurs, dans le jardin. Il y avait la fontaine Valas qui était, tu sais, où maman nous interdisait de boire avec la timbale, parce qu'elle disait que tout le monde buvait avec cette timbale et qu'il fallait surtout pas... Papa, alors, c'est pas... Ça, c'est une photo, juste avant la guerre. On a l'impression que c'était des lunettes modernes. Oui. C'est des binocles. Je vais voir encore faire ça. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Vous savez, monture. quand il avait les yeux fatigués, il les posait à côté de lui. Ça, c'est maman. Elle est triste sur cette photo. Mais elle est souvent triste sur les photos. Mais ça, c'était quand il était à l'armée, avant d'être prisonnier de guerre. Il paraît qu'il avait été plein de fantaisie. Il avait fait les beaux-arts, qu'il était très dans un milieu d'artistes. Et puis, il a été prisonnier de guerre longtemps, avec une captivité très, très dure. Et d'après les gens qui l'ont connu, ça l'avait rendu beaucoup plus pessimiste et beaucoup plus austère. Et il trouvait toujours qu'elle s'occupait un peu trop de nous. Et comme moi, je trouvais toujours qu'elle s'occupait trop de lui, c'était assez souvent un peu conflictuel. La promenade des Anglais. Je crois qu'il n'y a plus cette belle barricade. C'est maman qui nous faisait nos nattes tous les matins. Moi, j'aimais pas ça du tout. Bon, ça doit être, je sais pas, 41, 42. Parce qu'en 43, j'avais plus de nattes, donc ça doit être 41, 42, je sais pas. Tu n'avais plus de nattes? Non, les photos de moi en 43, j'ai plus mes cheveux ont été coupés. Moi, je suis revenue avec mes cheveux longs. C'est Simone en rampe. Ça, c'était quand? Ça, c'est Figrol. Je sais pas, la dernière année où on a été à la Ciotat, ça doit être 42. 42, oui. Avant la déportation, j'avais jamais été chez le coiffeur. Peu de temps après mon retour, je me souviens avoir été chez le coiffeur et on m'a complètement brûlé les oreilles parce que comme j'avais pas l'habitude d'aller chez le coiffeur, je pensais qu'il était normal qu'on brûle. Non, pas qu'on brûle. Enfin, je me suis dit, j'ai très chaud, ça me brûle, mais enfin, c'est peut-être toujours comme ça quand on va chez le coiffeur. Et donc, j'ai rien osé dire au coiffeur en disant, ça me brûle. Et puis, quand elle a ôté le casque, qu'elle a fumé, elle dit, mais pourquoi vous n'êtes pas plainte? Je n'ai pas osé lui raconter mon histoire. On a passé la photo avec Pousset et moi. Alors là, j'ai les nattes autour de la tête. Oui. Et dans la rue, on me prenait souvent pour une Allemande à cause de ça. On nous prenait surtout pour des Russes dans le Oui, quartier. ça dans les... oui, mais là, à Lyon. Ah oui, à Lyon. À Ça Lyon. ne fait pas de faire. Ah, ça ne me faisait pas plaisir. Non. Et ça, c'est une photo faite par Jean. En 40... À un moment, à l'hôpital. Oui. Parce qu'on voit la feuille de température. À quel moment vous avez senti le danger? Simone l'aurait presque senti plus que le reste de la famille. Parce que quand on a dû se faire tamponner juif sur notre carte d'identité, Simone était tout à fait opposée à ce qu'on aille au commissariat de police. Et finalement, on l'a fait. C'est pas parce qu'on ne sentait pas le danger, c'était par rapport à notre histoire et que de ne pas s'affirmer comme ce qu'on était, pour nous, c'était pas un déshonneur, mais c'est comme si on avait eu honte. Ils ont commencé à faire des rafles quand on était au camp de Cheften, ma sœur aînée et moi.
Et papa nous a prévenus, ne rentrez pas, nous on va se cacher. À ce moment-là, Milou a dit, moi je rentre, j'ai un travail qui fait vivre en partie la famille. Moi j'ai dit, moi je veux faire de la résistance, je rentre pas. J'ai été arrêtée en juin 44, la famille en mars 44. Forcément que je savais, moi, que la famille était arrêtée. C'est eux qui ne savaient pas que j'ai été arrêtée après. On a vécu les choses très différemment. Chacune avec nos deuils et nos... Enfin, ce retour, c'était épouvantable. Quand on arrive à Birkenau, on est comme du bétail. C'est-à-dire que on vient, on vous tâte, on vous regarde, on vous tripote avec des commentaires sur les unes, les autres. Ce qui fait d'ailleurs que je ne supporte plus une certaine promiscuité physique. Mais de toute façon, on est devenu une viande. On est devenu quelque chose pour laquelle il est très très difficile de percevoir qu'on est resté des êtres humains. Et c'est ça le combat qu'on fait, le plus difficile. On a faim, on a soif, on a sommeil. Moi, j'ai terriblement souffert du manque de sommeil, parce que quand on reste des jours sans sommeil, on ne sait plus où on est du tout, on ne s'oriente plus. Mais c'est surtout ces sentiments d'un corps et d'un esprit humilié. Le tatouage, c'est très au début du processus, si vous voulez. C'est presque la première chose. Je crois qu'on a d'abord coupé les cheveux, rasé, et le tatouage ensuite. Il me semble, je ne peux pas l'affirmer. Et alors là, le tatouage, ça donne surtout le sentiment de quelque chose de définitif. C'est-à-dire, si on tatoue un numéro comme ça, c'est que dans l'esprit des SS, on ne sortira jamais. Enfin, c'est la condamnation en perpétuité. Et dans l'esprit des déportés, comment vous l'avez vécu? On le vit comme ça, c'est ça que je veux dire. On l'interprète comme ça, comme une... oui, d'être tatoué comme... je dirais comme des animaux, parce que même les bagnards ne sont pas... Puis de devenir en même temps, puisque ça devient le numéro par lequel on nous appelle, devient notre identité. On commençait à demander ce qu'étaient devenus ceux qui n'étaient pas avec nous. On nous l'a dit très vite, on ne peut pas le croire, puis c'est tellement inimaginable, parce qu'en plus de nous dire, vous voyez la cheminée, voilà, c'est déjà fini, alors qu'on était arrivés quelques heures avant. J'avais plutôt été privilégiée, protégée. Sans doute parce que j'étais jeune et qu'on voyait peu de gens, de jeunes visages. C'est vrai que quelqu'un qui avait l'air de venir d'ailleurs, c'était pour des femmes qui étaient là depuis longtemps, un peu se dire, je dirais pas un peu de joie, un peu de bonheur tout de même. Quelqu'un, on est toujours sensible à quelque chose qui a été préservé. Il y avait le fait aussi qui a été, ça fait partie de ces chances très très bizarres, que dans le convoi auquel j'ai appartenu, les femmes n'ont pas eu les cheveux rasés. D'abord, je crois que moralement, pour des femmes, de conserver des cheveux même courts, on avait tout de même vraiment plus que quelques centimètres de cheveux. Vraiment, une femme qui rasait, c'est terrible, enfin, comme image. Donc, on avait gardé une figure humaine. J'étais restée peu de temps en prison, peu de temps à Drancy, 16 ans et demi. Et c'est sûr que j'avais un aspect physique qui était meilleur que la plupart des gens au camp. Il y avait toujours la chef du camp, qui était une Polonaise, alors droit commun, qui dit que c'était une ancienne prostituée, qui se tenait, qui regardait les rangs sortir du camp pour le travail, m'a sorti du lot et m'a dit « Qui es-tu » Alors, je lui parlais en français et elle comprenait un peu le français, ce qui était extraordinaire. Et je lui ai dit, voilà, je suis française, je suis juive. Elle m'a dit, mais vraiment, je veux faire quelque chose sur toi. Tu es trop jolie pour mourir ici, tu es trop jeune. Et je vais te trouver quelque chose où tu puisses survivre. Je dis, je suis avec ma sœur et ma mère. Donc, s'il est question de quitter le camp, très bien, mais ce sera à 3 ou pas. Ce n'est pas question que nous nous séparions.
Puis quelques jours après, elle m'a dit, ben voilà, tu iras à Bobrec. Donc nous sommes allés toutes les trois. C'était une petite usine Siemens, d'une discipline assez relâchée, parce que les SS eux-mêmes étaient loin de l'organisme central. Il n'y avait pas de coups, il n'y avait pas de cris, il n'y avait pas de brutalité. Sur essai du mois de juillet 44, janvier 45. D'ailleurs, c'est à Bergen-Belsen, je l'ai rencontrée de nouveau, tout à fait par hasard. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, rien. Et elle m'avait fait affecter à la cuisine des SS, ce qui là aussi a été un très grande aide. On avait des grandes râpes, des tonneaux, et on devait râper des pommes de terre pour faire un espèce de fond pour la soupe, donc qui était uniquement celle des SS. Et on devait aller très vite. Alors on mettait de l'eau de temps en temps quand on ne regardait pas pour faire monter les trucs. On devait remplir un tonneau qui était un grand tonneau dans la journée. Enfin, c'était absolument impossible. Et alors j'avais le sentiment à un moment que je mettais autant de sang et de peau de ma main qu'il n'y avait de pommes de terre. C'était devenu absolument... On ne pouvait pas s'arrêter une seconde, puis on devait aller tellement vite qu'on râpait une partie de sa main dans le tonneau, mais même comme ça, je n'arrivais jamais à assumer la tâche, et j'avais qu'une peur. C'était que, comme tout le temps, on disait, mais enfin, ça va pas assez vite, et on me menaçait toujours de me renvoyer de la cuisine, où tout de même ça me donnait la possibilité d'abord de ne pas manger ma propre soupe parce que je pouvais en prendre assez facilement. Et je volais un peu des pommes de terre quand je pouvais, du sucre, ça, pour apporter à maman et à ma soeur. Au moment où nous avons quitté Auschwitz, quand l'armée rouge arrivait, qu'on a fait cette longue marche et que je me suis trouvée à Gleiwitz, où on est resté peut-être 2-3 jours. Vraiment le sentiment que c'était l'enfer de Dante. Et que passant dans les faubourgs de Prague et en Tchécoslovaquie, le train passait très près de certains immeubles et que les gens nous jetaient du pain, nous jetaient tout ce qu'ils pouvaient. Alors ça arrivait sur le ballast, mais quelquefois aussi on le recevait. Et que dès qu'on a eu franchi la frontière autrichienne, c'était fini. Ce qui fait qu'on avait pris des espèces de vieilles gamelles, mis au bout d'une ficelle pour racler la neige et pouvoir la manger à la place comme boisson. J'ai souvenir de 2 ou 3 fois d'avoir été vraiment battue, mais comme c'était des SS, j'étais battue, il fallait que j'accepte. Bon, alors j'ai reçu quelques gifles, voilà, puis c'était comme ça fait partie, ou quelques coups, ça fait partie de la vie au camp. J'avais volé du sucre que je voulais, dont j'avais absolument besoin pour le moment. Je me suis fait prendre, mais bon, c'était pas terrible non plus, puisqu'en définitive, ils m'ont laissé le sucre. Mais après, quand elle a eu le typhus et que nous étions à Bergen-Belsen, je crois qu'elle était dans un tel état physique et je dirais pas de désespoir, mais tout de même d'avoir trop souffert de ce qu'elle voyait, non pas seulement par rapport à nous, mais je pense qu'elle avait un jugement extrêmement fort et un regard sur ce que les hommes étaient capables de faire aux autres. Je pense qu'elle était à un point où elle avait été traumatisée par ce qu'il avait été possible de faire dans les camps. Et quand elle est, au moment où elle est morte, j'avais été travailler, j'étais obligée d'aller travailler quand je rentrais le soir, et que Bilou me l'a dit, je lui ai dit, je crois que tout était épuisé en elle. Ce qui fait que d'une certaine façon, je ne l'ai pas acceptée, et qu'elle a sans cesse été présente. Je crois que chaque jour, elle est présente. Depuis des années, on me demande ce qui m'a animée, ce qui m'a donné la volonté de travailler, de faire un certain nombre de choses. Je crois profondément
que c'est elle. Elle me jugerait sûrement très sévèrement sur certaines choses. Elle ne me trouverait pas assez conciliante, assez douce, parce qu'elle pouvait à la fois avoir des convictions, être efficace, et en même temps conserver cette modération, ce que moi je ne suis pas capable de faire. Je me suis en revanche beaucoup plus sentie atterrée, enfin anéantie, à l'idée que Milou pourrait ne pas rentrer. Dans le courant du mois de mars et début du mois d'avril, elle était très mal. Et même quand on a été évacué et qu'on est rentré au retour. Mais ça pour moi, oui. Elle est morte quelques années plus tard au bord d'une route. Avec son bébé. Un accident de voiture. Nous vivions à ce moment-là en Allemagne, c'était en 1953. Et elle était venue passer des jours de vacances chez nous avec son mari et un petit garçon qui avait 15 mois, qui a fait ses premiers pas, et les derniers d'ailleurs, chez nous. Simone était quelqu'un qui tirait l'œil parce qu'elle avait elle-même le regard marqué par les événements qu'elle avait vécus. Et comment on peut, aussitôt après la guerre, avoir cette énergie pour reconstruire? Ben, vous savez, quand on a 20 ans, ce qui était mon cas, ou 19, ce qui était le sien, l'énergie était une matière première naturelle, évidente. Comment vous avez vécu la violence et la perversité des attaques qu'elle a subies au moment de la loi qui porte son nom, enfin son avortement? Je l'ai vécu dans la quotidienneté. Vous avez eu peur pour elle? Peur, je ne sais pas. Appréhension, oui. Peur, pas peur. Mais vous pensiez que Depuis 1945, moi j'ai plus peur. Pas peur. Elle non plus d'ailleurs n'a pas peur. Mais vous pensiez que vous aviez imaginé une telle ampleur dans la perversité et la haine? L'interruption volontaire de grossesse, c'est un problème difficile. En 1974-75, le problème qui se posait, c'était pas c'était pas le choix entre l'interruption volontaire de grossesse et pas d'interruption volontaire de grossesse. C'était le choix entre l'avortement sauvage et l'avortement régulé. Dès lors qu'on pose le problème dans ces termes, la solution est claire. Qu'est-ce qu'on fait quand on est M. Simone Veil? Vous avez fait le deuil aussi de quelque chose? Je fais le deuil de rien du tout. J'ai fait le deuil de rien du tout. J'ai fait le deuil d'un parcours politique personnel que j'aurais pu tenter de faire à partir du moment où je me suis aperçu que elle réussissait beaucoup mieux que moi dans ce domaine-là, qu'il n'y avait pas photo. J'avais qu'une chose à faire, c'est de faire autre chose. Il eût été absurde de courir derrière. Absurde et frustrant pour moi. De quand date votre rencontre avec Simone Veil? Probablement du temps où nous étions toutes les deux au ministère de la Justice. Puis je connaissais Antoine, je crois, avant elle. Parce que, initialement, c'était lui qui s'occupait davantage de politique. Vous savez qu'en 1974, nous avions tout de même beaucoup aidé Valéry Giscard d'Estaing à devenir président de la République. Et quand il a été élu, bien entendu, il a proposé à Pierre Juillet des postes les plus prestigieux qu'il a déclinés, et moi aussi. Alors j'ai refusé d'abord, et puis Chirac insiste et me dit, enfin écoutez Marie-France, je dis écoutez,
avec cette franchise qui le caractérise parfois. Il me dit, écoutez, vraiment, c'est très embêtant parce qu'on a besoin d'une femme. Ça fait plaisir, on est choisi pour soi-même. Bon. Et je lui dis, si vous avez besoin d'une femme, prenez Simone. Il me dit, mais elle a voté Chaban. Je lui dis, raison de plus. C'est comme ça que Simone est devenue ministre de la Santé. Comme le disait Montesquieu, la nature des lois humaines est d'être soumise à tous les accidents qui arrivent et de varier à mesure que les volontés des hommes changent. Au contraire, la nature des lois de la religion est de ne varier jamais. Les lois humaines statuent sur le bien, la religion sur le meilleur. Si tant de femmes ont pris le risque d'une lourde condamnation judiciaire, si tant de médecins ont eux aussi bravé la loi et en ont dit publiquement les raisons, c'est à n'en point douter que l'opinion a mesuré l'iniquité d'une législation qui n'a jamais atteint le but qu'elle poursuivait, c'est-à-dire empêcher les avortements. Le premier motif, c'est l'inégalité insupportable des femmes devant une grossesse non désirée. Cette inégalité ressort non seulement des statistiques judiciaires, ce sont toujours des femmes de milieux très modestes qui sont en cause, mais aussi de ce que chacun peut constater aujourd'hui. Pour celles qui peuvent disposer d'une somme suffisante, combien l'angoisse et la solitude sont moins redoutables. Elle dut faire face à des phrases comme celle-ci, je cite, « Vous ouvrez le commerce de la mort, c'est le retour du nazisme » ou encore « Voulez-vous envoyer des enfants au four crématoire ?» Je pense que le fait que ce soit une femme a fait qu'on l'a présentée d'une façon que les hommes ne perçoivent peut-être pas toujours totalement, et notamment en insistant sur le fait que pour les femmes, justement, l'avortement, c'était toujours un drame et non pas une question de convenance. J'ai une vie professionnelle depuis longtemps et chaque fois que j'ai travaillé, quel que soit ce que j'ai fait, que ce soit à l'administration pénitentiaire ou ensuite à la direction des affaires civiles quand j'ai travaillé sur des textes, quand j'ai quelque chose à faire, j'aime que ce soit bien fait, selon ce que je pense. Surtout, c'est ce qui me paraît le plus important, c'est de mettre mes idées. Alors, être ministre, c'est une occasion privilégiée de pouvoir réaliser les choses qu'on pense, mais quand on est à un poste même de magistrat comme je l'étais, que j'ai travaillé sur des projets de loi, mon travail c'était de convaincre les ministres de mes idées éventuellement. Je suis arrivée quelques fois, pas toujours, et en tout cas de faire le mieux que je pouvais, ce qui était alors mon travail. Cecovini, Ceravolo. Pour moi, d'être au Parlement européen, d'être présidente de cette première assemblée élue au suffrage universel, oui, ça a été symboliquement très important. Et là, vous voyez, je pense que, je ne sais pas ce que mon père en aurait pensé, parce qu'il était resté très, très anti-allemand, je ne sais pas s'il aurait été favorable à l'Europe. Mais maman, je sais qu'elle aurait souhaité qu'il y ait cette réconciliation. Ça aurait été pour elle très important et que j'y participe, je crois qu'elle en aurait été très, très heureuse. Madame Weil a obtenu la majorité absolue des suffrages. En 1979, Giscard sait très bien quelles sont les opinions. Il aime beaucoup les symboles. Je pense que l'aspect symbolique d'une ancienne déportée président, le premier Parlement européen élu au suffrage universel, j'ai trouvé ça bien. Non, c'est moi qui m'excuse de t'imposer ça. Pas du tout. Non. J'ai rencontré Paul Schaffer en 1944 à Bobrek, un petit commando à côté d'Auschwitz. Notre amitié est restée profonde à travers tous les aléas de la vie. Tu es pas trop fatigué? Tu dis si tu es fatigué? Non, non, non. Tu veux arrêter 10 minutes? Avoir le plaisir de te voir. Beau, une petite fatigue. Et alors moi je te vois bras nus, parce que je ne fais ce qui ne m'arrive jamais. Et en te voyant bras nus, je vois que ton numéro est vraiment il est très visible. Très visible. Très visible. Curieusement, c'était quelqu'un probablement qui avait une très belle écriture, parce que j'ai eu la chance que c'était très proprement oui, mais régulier. Tu n'as pas il n'y a rien en dessous. J'avais l'impression qu'il mettait un triangle. Moi, il est tout à fait effacé. Ça s'est effacé. Non, il ne s'est pas effacé, mais comme je suis bourré, on le voit pratiquement. Ouais. En fait, vous n'aviez un rapport avec les Jacob qu'à travers... À travers les grilles, travers le passage, parce que c'était un passage obligé, et il passait devant notre grille, et nous étions là derrière la grille comme des singes, et regardions évidemment les autres passer.
il y avait une sorte de jardin qui était aménagé. Et j'ai gardé un souvenir, comme je l'ai encore aujourd'hui, portant sur une sorte de planche qu'on portait à deux de la terre parce qu'elle travaillait sur ce jardin. Je rêvais que ce soit du jardinage, c'était toujours la même chose. On était toujours, et partout d'ailleurs, parce que j'avais déjà fait ça à Birkenau, on passait son temps à planir des terrains. Comme s'ils avaient voulu y faire un tennis ou comme s'ils voulaient, je ne sais pas. Alors il y a le moindre petit caillou qui restait, comme c'était plein de cailloux, où il fallait que ce soit complètement plat. Ils venaient avec des choses pour mesurer que propre, plat, etc., net, et qui n'a jamais servi à rien d'ailleurs. Et on nous a dit que c'était pour l'éducation. C'était pour nous rendre plus forts, plus costauds. Puisque si on prenait des pierres trop petites, il fallait juste mesurer. Il fallait prendre l'habitude d'en prendre une suffisamment grosse pour ne pas être battu, mais en même temps qui ne soit pas trop grosse pour ne pas s'épuiser. Parce que là, on a fait le métier de maçon. Ça, c'était très dur. D'une façon générale, les femmes ont fait beaucoup plus de travaux de terrassement que les hommes, parce qu'elles n'étaient pas spécialisées. Et moi, j'ai été devenu un très bon maçon. Quand les gens vont à Birkenau ou à Auschwitz, ils voient l'étendue des baraques, ils voient un certain nombre de choses. Mais quand on dit qu'on peut y transmettre une expérience et se rendre compte, c'est quelquefois je vois même des jeunes, ils disent j'imagine, c'était là, etc. Ils n'imaginent rien du tout. Ça, je crois qu'on ne peut absolument, personne ne peut imaginer. Et la certitude que finalement nous sommes là pour mourir. En fait, la mort à l'époque était une sortie. C'était une sortie souhaitée. Tu sais, moi, c'est comme ça que c'est comme ça que je l'ai ressenti pour le moment. On se réchauffait les mains. Tu me réchauffes le cœur. Je te réchauffe le cœur. Il y a les barbelés, mais même les barbelés, on ne voit pas que c'était des grands barbelés électrifiés dont on n'approchait pas. On ne se rend pas compte non plus de ce qu'étaient les miradors, parce qu'il y avait des SS avec mitraillettes sur les miradors, ce qu'on ne voit pas. Et ça ne ressemble naturellement absolument pas au camp. Le camp, c'était l'odeur atroce qu'il y avait en permanence, du fait des crématoires, des corps qui brûlaient sans arrêt. Une cheminée qui faisait que le ciel n'était jamais clair comme il est aujourd'hui. Il y avait de la boue partout. C'était une zone de marais qui a dû probablement être drainée, ou en tout cas les arbres même pompent une partie de l'eau. Les arbres, pour moi d'ailleurs, surtout sur la route, dans certains trajets, faisaient très très froid. Et j'ai souvenir de ces arbres pris dans la glace. C'était des rares moments où on avait un peu un sentiment de beauté. Enfin, c'est l'image. Là, on a les barbelés au premier rang, mais si on n'avait pas les barbelés au premier rang, ça ne donnerait jamais le sentiment de ce que ça a été. Rien n'est à la mesure de plus d'1 million d'enfants qui ont été exterminés. Ça reste, pour moi, la chose la plus, je dirais même pas incompréhensible, mais atroce, effrayant, de se dire qu'on a fait venir de l'Europe entière, de très loin, des enfants tout petits qui n'ont eu que pour responsabilité que leurs parents soient étiquetés comme juifs. Et lorsqu'au mois de mai ou juin, il y a eu tous ces Hongrois qui sont arrivés et que le chemin de fer ayant été prolongé, on voyait les gens descendre du train et qu'on voyait ces enfants et que nous savions que ces enfants n'en avaient plus que pour très peu de temps à vivre. Pour moi, ça reste quelque chose d'absolument révoltant. Cette arrivée permanente, on peut dire, des Hongrois et Hongroises. À ce moment-là, je travaillais souvent dehors, donc on ne les voyait pas toujours. Mais dans les heures où on était là, c'était cauchemardesque. C'est-à-dire quand on sait que ça a duré juste 2 mois et qu'il y en a eu, je crois, 500 000. Et que presque tous ont été exterminés tout de suite. Née et élevée au sein d'une famille française de longue date, j'étais française sans avoir à me poser de questions. Mais être juive, qu'est-ce que cela signifiait pour moi comme pour mes parents?
Dès lors qu'agnostique, comme l'étaient déjà mes grands-parents, la religion était totalement absente de notre foyer familial. De mon père, j'ai surtout retenu que son appartenance à la judéité était liée au savoir et à la culture que les Juifs ont acquis au fil des siècles, en des temps où fort peu y avaient accès. Ils étaient demeurés le peuple du livre, quelles que soient les persécutions, la misère et l'errance. Pour ma mère, il s'agissait davantage d'un attachement aux valeurs pour lesquelles, au cours de leur longue et tragique histoire, les Juifs n'avaient cessé de lutter. La tolérance, le respect des droits de chacun et de toutes les identités, la solidarité. Tous deux sont morts en déportation, me laissant pour seul héritage ces valeurs humanistes que pour eux le judaïsme incarnait. De cet héritage, il ne m'est pas possible de dissocier le souvenir sans cesse présent, obsédant même, des 6 millions de Juifs exterminés pour la seule raison qu'ils étaient Juifs. 6 millions dont furent mes parents, mon frère et nombre de mes proches. Je ne peux me séparer d'eux, et cela suffit pour que jusqu'à ma mort, ma judéité soit imprescriptible. Le Kaddish sera dit sur ma tombe. L'autre fille symbolisait une dignité qui restait toujours. Je l'ai encore dans les yeux, ta mère, j'ai jamais oublié. En même temps, ça m'effrayait, je me disais, qu'est-ce que ça doit être chiant d'être ici avec sa mère. Elle doit te dire en plus qu'il faut pas faire. C'est le comble. Non, c'était pas ça. Non, au contraire. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que elle ne faisait jamais de morale, jamais. Mais qu'elle était, c'est ça que j'ai d'ailleurs toujours du mal à comprendre, même maintenant, c'est comment elle gardait tellement de dignité, mais d'optimisme même. Et puis ce reste, cette présence quand même d'une éducation qui pour moi peut-être me faisait bien me conduire C'était une contrainte, ça t'obligeait à me tenir bien. Quand elle était là. Quand ta mère était là, je me tenais bien. Est-ce qu'on s'est croisés à Bergen-Belsen? Ah bah oui, je suis venue te voir, je t'ai cherché partout. On s'est vu, puis tu es parti très vite. Et puis ta mère était en train de mourir. Très mal. Ouais. Quand on est rentré, j'avais repris du poids, j'étais pas mal. J'avais eu le typhus, mais pas très grave. Eu le typhus. On a toutes les 3 moments morts du typhus. Milou l'a eu, mais très gravement. Elle est rentrée très très mal. Ah oui. Alors au fond, mes oncles et tantes se sont... On s'est rencontrés dans le bloc numéro 9 du Lagera, à l'appel. Oui, ou avant peut-être, même avant, quand on est au moment du tatouage. Oui. Ouais, je sais pas. Mais toi, t'étais J et moi, j'étais R, alors j'étais plus loin quand même. J'étais plus loin, mais enfin... Mais les jeunes, elles ont tout de même eu tendance à se faire connaissance entre elles. Oui, c'est tout de même parmi les plus jeunes qui soient... Oui, c'est pour ça qu'on était coquines. Les vieilles qui avaient tout de suite 25 ans. Mais elles pleuraient, elles étaient chiantes. Oui, elles étaient très agressives vis-à-vis de nous. Oui, parce qu'on portait les pierres en chantant, on rigolait. On essayait de tenir, quoi, autrement. Et... Elle nous faisait la morale. Ouais. Elle se taisait dès qu'on arrivait parce qu'elle devait se raconter des saloperies. Non? Toi, avec ta mère et ta sœur, c'était extraordinaire de vous voir toutes les 3. Je t'enviais pas, hein? D'être avec maman et... Ouais. J'étais libre, moi.
Je me sentais vachement libre, moi. J'avais plus personne, c'était pas mal. Puis si j'étais venue avec mon petit frère et ma petite soeur, je serais passée direct à la chambre à gaz, alors. Il fallait mieux être seul. Mais toi, je te disais, toutes les trois, vous étiez, pour nous toutes, hein, pas que pour moi, hein, pour beaucoup d'autres. Votre fantasme, c'est un loft avec un énorme lit dans lequel viendrait toute la famille. Alors, est-ce que c'est un fantasme de paresse ou un fantasme de mama? C'est les deux à la fois. C'est vraiment les deux à la fois. Mais il y a très longtemps que j'ai ce fantasme parce que je crois que parmi les plus belles heures de ma vie, ce sont celles où les enfants viennent. Non, je suis sur mon lit. J'aime beaucoup être sur mon lit. J'ai toujours beaucoup travaillé sur mon lit. Je crois que j'ai préparé tous mes examens comme ça, un peu vautrés sur mon lit. Encore aujourd'hui, je travaille très souvent sur mon lit. Et le dimanche après-midi, il y a plein de papiers. C'est absolument épouvantable. Mais les heures vraiment profondes, intenses, peut-être parce que ça me rappelle d'ailleurs mon enfance, où nous faisions ça avec notre mère, c'est quand je suis encore au lit ou que je n'y suis pas, mais que les enfants viennent. Ils sont là et on est un peu tous à bavarder, qu'on ne voit pas le temps passer. Et que c'est un peu un radeau d'ailleurs. Probablement que c'est beaucoup plus qu'un lit, c'est un refuge. Allez là, Marceline. Il y a longtemps que tu es là, ma chérie? Est-ce que tu veux boire? Et quoi? Est-ce que tu es maquillée? Oh, maquillée, non. Je suis comme toujours. Toi, t'es super bien maquillée. Surtout occupée d'elle. Enfin, ils ont hésité à l'hospitaliser. Enfin, elle était très mal. Il y a des affaires qui reprennent, là. Des affaires qui reprennent. Oui, embrasse Marceline. Embrasse-le pour moi. Marceline qui t'embrasse. Les fils, ils vont appeler encore aussi. Toute mon enfance, j'ai été à la droite de mon père. Et mon frère, de l'autre côté, à la gauche, et les deux autres étaient à droite et à gauche de maman. Et j'aurais toujours voulu être à côté de maman. C'était pour moi une souffrance. Mais comme papa allait souvent à La Ciotat, comme architecte, pour des chantiers qui le suivaient jusqu'à la guerre en tout cas, quand il n'était pas là, il était entendu que nous changions de place. Et qu'à ce moment-là, j'avais le droit d'être à côté de maman. Et naturellement, c'était pour moi des jours de... Ça suffisait pour être des jours de fête. Ce qui fait qu'en réalité, rien que pour ça, je me réjouissais que mon père ne soit pas là. Alors que par ailleurs, je regrettais qu'il ne soit pas là. Mais c'est vrai que ma vie, j'avais l'impression qu'elle dépendait beaucoup de maman. D'aller passer mon bachot avec mes vrais papiers, c'était prendre de très grands risques. Il faut forcer. Vous êtes arrêté le lendemain? Oui. J'avais pris rendez-vous avec des camarades près de l'avenue Georges Clémenceau. Il faisait beau, on s'est promené jusqu'à ce que soit arrêté par... parce qu'il y avait 2 ou 3 personnes, il y avait une femme sûrement, 2 personnes qui étaient en civil. Enfin, ils n'ont rien dit pour les papiers des garçons. Et ils ont dit que mes papiers étaient faux. Naturellement, j'ai protesté, ça ne fait rien. Et c'était pas très loin de l'hôtel Excelsior où la Gestapo avait son centre. Alors j'ai affirmé, mais non, pas du tout, je m'appelle comme ça, je suis né là, etc. Mais tout d'un coup, ils m'ont confondu en me montrant une pile. Je me souviens d'une signature verte assez particulière. Ils m'ont montré une pile de carte d'identité qui était en blanc. Or, mes parents, enfin la famille, ils avaient tous le même type de fausse carte. C'était la même filière. Donc je me suis dit, il faut que je fasse savoir que ces cartes sont dangereuses et qu'il ne faut absolument pas qu'ils sortent avec ces cartes. Et j'ai dit à un des garçons,
il faut prévenir les gens chez lesquels j'habitais pour qu'ils préviennent tout le monde que ces cartes sont identifiées comme fausses. Ça me paraissait tellement important